Bonjour, bienvenue dans votre émission L'Entretien. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur le plateau un couple d'expats. Nous allons parler retour en Afrique, entrepreneuriat et mixité dans le mariage. Derrick, Rokia, bonjour. Bonjour Armand, le maître. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. On va bien. Ça va, Rokia? Oui, ça va et toi? Super, super, Derrick, ça va? Ça va aussi par la grâce de Dieu, encore une fois. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'entretien. Merci. Le plaisir est réellement partagé. Je sais que ça n'a pas été évident, vu un peu vos occupations, tant personnelles que professionnelles. Derrick, j'ai réussi à t'avoir entre deux rendez-vous, mais ça, les gens vont le découvrir tout au long de l'émission. En tout cas, Exactement. merci d'avoir fait l'effort. Exactement. Toujours un plaisir de partager l'expérience et surtout d'être là avec toi et échanger sur des thématiques aussi importantes et aussi attractives. Aussi attractif. Comme tu l'as dit, Derrick, aujourd'hui, on va parler de plusieurs thématiques. Aujourd'hui, si je vous reçois, c'est vraiment pour mettre un peu en lumière le retour en Afrique, puisqu'effectivement, vous êtes un couple de franco-congolais et maliens, mais qui avait décidé de faire un retour en Afrique. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je voudrais qu'on puisse partager. Mais au-delà, qu'on puisse parler un peu de ton parcours professionnel, parce que, comme je le dis, l'entretien, c'est une émission pour encourager, pour motiver, conseiller peut-être aussi, mais également, c'est une émission aussi qui sert aussi de témoignage. Et Derrick, quand je vois ton parcours, et tu ne pouvais qu'être là sur le plateau avec moi. En tout cas, merci. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par les présentations. Présentez-vous rapidement pour les personnes qui ne vous connaissent pas. On va dire honneur aux femmes. Ok. Rokia, tu peux te Mais moi, présenter. je m'appelle Rokia, j'ai 31 ans et je suis malienne, franco-malienne, Super. la femme de Derrick. Et moi, je m'appelle Derrick Mazungi Dikiaba. Je suis congolais. J'ai 33 ans. Derrick Kiaba, congolais d'origine, c'est ça? Congolais d'origine, né à Kinshasa même. Kinshasa même. Ok, là, tu me mets déjà sur la route de l'échange d'aujourd'hui. Exactement. Derrick, je voudrais vraiment qu'on puisse parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire justement où tu es né et en quelle année ou à quel âge tu as atterri sur le territoire français? Donc moi, je suis né à Kinshasa. Ok, Et donc à Kinshasa dans les années 90. ok, Et j'ai quitté Kinshasa, j'avais 10 ans. d'accord. Et j'ai eu un parcours un peu atypique, donc ça va être un témoignage. Je suis arrivé, j'ai quitté à 10 ans et je suis arrivé à 12 ans. Ah ouais, mais ça veut dire que toi, ton vol, il a duré 2 ans? Ou est-ce C'est- que entre Kinshasa et la France, est-ce qu'il y a eu justement un cheminement dans d'autres pays d'Afrique? Justement, donc je suis le fruit. Aujourd'hui, ma présence en Europe, c'est le fruit des enfants qu'on appelait les passages les Ngoulou à D'accord. l'époque. Je pense que tu es africain, tu as dû entendre parler de ça. De cet aspect où effectivement il y a des familles qui étaient en Afrique Ok. et il fallait les faire venir en Europe. Et il y avait des parents qui s'arrangeaient, qui faisaient tout, avec toutes les difficultés qu'ils rencontraient aussi, et se débrouiller pour faire venir leurs enfants, leurs femmes en Europe. Donc moi j'en fais partie, c'est comme ça que je dis mon parcours a duré 2 ans. D'accord. Pour atteindre l'Europe à 12 ans du coup. Donc j'ai quitté Kinshasa 10 ans et je suis arrivé. Et tu es arrivé en France Europe. à l'âge de 2 À ans l'âge plus de- tard. à l'âge Mais de 12 ans. du coup, ton départ du Congo pour revenir en France, je pense que toi, tu étais enfant. Ce n'était pas forcément un souhait de ta part, mais c'était plus les parents qui ont décidé de te faire venir ici. Est-ce que Totalement. c'était pour une raison particulière? Est-ce que c'était pour fuir la galère, la misère, ou est-ce que c'était pour venir faire des études? Pas particulièrement. Faut dire qu'on n'est pas. Nos grands-parents furent très riches. On ne sort pas d'une famille pauvre, vraiment. On sort d'une famille plutôt. Avec une situation, situation plutôt- stable, aisée. Mais on va dire qu'il y a eu une situation familiale où mon père était déjà en Europe depuis un certain temps. Et il a fallu à un moment donné faire venir un de ses enfants. Ok. Donc nous, on est au nombre de 2 avec mon grand frère.
Il a fallu faire venir un de ses enfants et au moment de ce voyage, justement, il était prévu que mon grand frère vienne à ma place. Ok. Donc moi, Donc c'était pas toi qui es censé. C'était pas moi qui était prévu à la base. Ok. C'était prévu que ce soit mon frère qui voyage à ma place. Ok. Et au moment de voyager, ma mère me présente moi. D'accord. Je me retrouve, j'étais encore gamin, collé aux jupes de la sa maman. mère, voilà. Et on me livre comme ça, je pars, je comprends pas trop, mais voilà. Avec des personnes, du coup, tu as voyagé avec des personnes que tu connaissais pas spécialement? Je voyageais avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Durant ces 2 années-là? Durant ces 2 ans, je ne les connaissais pas, mais forcément, après, on est devenu comme une famille. Ok. Tu vois, donc après, on a créé des liens, on est devenu comme une famille. Mais effectivement, à 10 ans, je ne les connaissais pas, on m'a confié. On t'a confié à des personnes? À des personnes, et ces Ok. personnes m'ont fait traverser. C'était censé être un one-way, hein. C'était censé être d'un point A à un point B. Mais Mais finalement. au final, du point A au point B, on a mis 2 ans. Donc Dieu t'a gardé pendant tout ce parcours. C'est comme ça que je commence toujours par dire par la grâce de Dieu. Ok. Parce qu'effectivement, le parcours a été Assez très particulier. compliqué. Ouais. Très compliqué. C'est-à-dire que, comme je dis encore une fois, à cet âge-là, tu ne choisis pas. Tu subis un peu les décisions des adultes. Ok. Et je me retrouve dans le parcours et puis je pars, mais je me retrouve seul, sans famille. Sans famille, Donc, pendant tout le trajet. Je dis toujours, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mon histoire. Mon épouse connaît mon histoire, bien évidemment. Quelques personnes de la famille connaissent, puisqu'ils savaient comment je suis arrivé. Mais j'aime bien dire, on prend Kinshasa, on pointe un point, on prend une règle, on pointe Paris et on trace une droite. D'accord. Donc, une droite, par définition, ça a un début et une Une fin. fin. Tous les pays que vous allez trouver Sur le sur chemin. cette droite, j'y suis passé. Ok. Ben, Dieu merci, en tout cas, tu as fini par atterrir en France. Est-ce que tu te rappelles, c'était en quelle année précisément? 2002. 2002, tu es arrivé en France. Oui. C'était quelle période de l'année? Tu te rappelles ou pas? Je L'hiver, me l'été? rappelle très bien parce que je suis arrivé, il faisait extrêmement froid. Ok. Tu sors d'un C'était pays tropical, une semaine avant Noël. pays chaud, tu atterris ici l'hiver. Mais est-ce que tu avais la tenue adéquate? Ah non, je suis arrivé en blédard. Ah, en Je suis arrivé blédard. en blédard, c'est-à-dire c'était des, comment je peux dire, tu arrives avec des survêtements, tu mets des chemises, tu mets des pulls, tu mets des t-shirts, mais en fait au final quand tu arrives, c'est pas adapté. Ok. Il faut un manteau. Ok, très bien. Mais du coup, voilà, tu as atterri en France, tu es arrivé où? Dans quelle ville? Tu te rappelles ou pas? J'ai atterri directement. Alors moi je dis toujours, ça c'est personnel, je dis toujours que mon aéroport en arrivant c'était Gare de l'Est. Ok. Tu atterri à Gare Parce de que l'Est? du coup quand on fait la droite, on va se rendre compte qu'on passe par l'Espagne. Ok. Donc je suis arrivé par un bus de l'Espagne à Gare de l'Est. Gare de l'Est, d'accord. Ouais. Très bien. Bah, du coup, merci en tout cas de nous avoir présenté ce parcours que je pense qui est une grâce, bien évidemment. Passer de ses parents à quelqu'un qu'on confie 2 ans en traversant différents pays et puis arriver à destination. En tout cas, Dieu merci pour ta vie. Rokia, toi, du coup, t'es né où? T'as grandi où? Est-ce que tu peux rapidement nous dire? Ok. Donc, moi, je suis née en France, Ok. à Montreuil. D'accord. Voilà. Et t'as grandi à Montreuil? T'as fait toute ton Non, enfance à Montreuil? j'ai pas fait mon enfance à Montreuil, j'ai fait mon enfance à Athis-Mons dans 91. Ok, Athis-Mons 91. Rokia, tu es un peu timide, c'est tout à fait normal. C'est une première fois pour toi de passer devant la caméra et répondre à des questions. Oui, c'est la première fois. Ok, bah c'est pas grave. On va te mettre à l'aise. On va se mettre à l'aise. On va se mettre à On va l'aise, se détendre. tranquille. Ici, c'est l'entretien. On discute, discussion. Tu peux même boire, hein, regarde. Oui. Viens du prendre un jus. verre, tu bois. Du coup, Odéric, je vais vraiment m'intéresser un peu à ton parcours. Parce que comme je le disais, tu as vraiment un parcours qui, à mon sens, est assez inspirant. Comme on a pu l'entendre à l'introduction, rien ne présageait à ce que tu sois l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Et je répète, Absolument. Déric n'a que 30 ans et aujourd'hui, il est directeur d'une filiale d'une grande société française. Et pas que directeur, il représente cette société au niveau de toute l'Afrique centrale. Donc si je résume, quelqu'un qui est parti du Congo, à qui on a confié à des personnes, qui a traversé plusieurs pays d'Afrique et qui aujourd'hui se retrouve là, je voulais vraiment le recevoir pour ça. Déric, avant de pouvoir arriver à la carrière que tu es en train de mener aujourd'hui, raconte-nous comment s'est passée ton enfance quand tu es arrivé en France. Tu es arrivé où, vu que papa était déjà là? Tu es atterri chez lui directement ou est-ce que tu as fait encore de famille en famille? Donc j'ai été récupéré par mon père du coup à mon aéroport, Ok. Gare de l'Est. Et là, mon père avait déjà fait sa vie. D'accord. Donc, il était déjà marié,
Et je découvre aussi que j'avais une petite sœur. D'accord. Donc ça se passe vraiment d'une manière d'abord. Alors l'accueil est très chaleureux. Ok. Mais quand tu arrives, tu sais, encore une fois, c'est pour dire la dureté de l'accueil. Une fois que oh, il est arrivé, c'est très bien, ça s'est bien passé, c'était assez compliqué. D'accord. C'est-à-dire que tu arrives dans une famille avec des personnes que tu ne connais pas, sauf ton père, mais en même temps, ton père, tu ne le connais pas réellement en profondeur. Puisque tu n'as pas vécu avec lui. Puisque tu n'as pas vécu avec lui, tu vois, donc ce contexte-là. Donc j'arrive, c'était assez chaotique, et puis à un moment donné, les choses se sont un peu stabilisées. Oui. Donc je me retrouve à être élevé par une belle-mère. Ça se passe comme ça se passe. Il y a des bons moments, d'autres fois des moments très chaotiques, très compliqués. Mais tout ça se passe plutôt comme une formation. D'accord. Comme une formation, mais par la grâce de Dieu, on grandit. Ok. Donc j'arrive à Juvisy. Donc moi j'ai été adopté, ma ville adoptive c'est Juvisy, dans le 91, dans le département de l'Essonne. Okay. J'évolue là-bas, je fais mon collège là-bas, je fais mes études là-bas. Ensuite, en France, il faut le dire, c'est un pays où, ça c'est mon père, il me l'a dit dès que je suis arrivé, il m'a dit écoute, bienvenue d'abord, mais ensuite je t'explique. Ici, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Très bien. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Regarde dehors, là. Tu peux tout faire. Mais ce n'est pas forcément utile. Très bien. Et il m'offrira un petit livre de Spirou, de Spirou, hein. Où il y a marqué « Tu comprendras quand tu seras grand ». D'accord. Il y avait toute une philosophie qu'il voulait te transmettre derrière. Effectivement, puisqu'il me dira « Tu peux lire le contexte 10 fois, tu ne comprendras pas. Concentre-toi sur le titre ». Ok. Donc mon enfance fut avec beaucoup de leçons. Avec beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons, réellement. Ok. Donc, contexte africain, famille africaine, tu vois comment ça se passe. Donc, ouais. D'accord. Ok. Mais du coup, quand tu arrives, tu es jeune, tu es adolescent, tu arrives en France, tu es nouveau, il faut t'acclimater avec le pays dans lequel tu es arrivé. Est-ce que, à l'époque, je me souviens, donc tu es arrivé dans les années 2000, hein, c'est ça? Allez, 2000, ouais, 2000. On employait beaucoup le mot blédard, etc. Est-ce que déjà à l'époque tu parlais assez bien français? Comment s'est passée ton adaptation à l'école? Et est-ce que le fait justement, est-ce que tu as été qualifié de blédard à l'époque? Comment tu l'as vécu? Ah mais totalement. D'abord déjà je suis arrivé, j'étais haut comme 3 pommes, déjà, pour te dire. J'avais pas cette taille, forcément. Donc, et forcément aussi, j'étais pas, voilà, déjà 2 ans sur la route. Donc, je suis arrivé, j'étais mis coipé, comme on dit chez nous. Très mince, très maigre. Et quand j'arrive, ah oui, j'étais le petit Kirikou. Okay. Donc, le Kirikou, c'est un dessin animé de blédard. Okay. Donc, forcément, on m'appelait Kirikou. Le mot blédard, oui, je l'ai appris ici, en arrivant. L'intégration, très compliquée. Par exemple, un truc, je rigole toujours avec mes amis aujourd'hui, c'est que j'arrive, quelques jours après, bon, il faisait froid, mais quelques jours après, il pleut. Ok. Donc nous, au bled, quand il pleut, tout de suite, on prend le ballon, on sort dehors. T'as voulu faire la même chose ici? Donc j'appelle mon ami, je lui dis, ouais, j'étais chez un cousin qui est devenu un de mes meilleurs amis. Donc je l'appelle, je lui dis, mon gars, on va aller jouer au foot. Il me dit, mais ouf. Ça passe pas comme ça. On ne joue pas au foot ici. Quand il pleut, tout le monde est à la maison. Tu veux que j'attrape froid? Je dis, mais non, mais justement, c'est magnifique de jouer au foot quand il pleut. Ouais. En fait, ouais, c'est deux cultures complètement différentes. Choc culturel, premièrement. Ce que je voudrais vraiment, moi, comprendre, c'est est-ce que le fait justement que tu sois qualifié de blédard dans un environnement où tu côtoyais beaucoup des enfants nés et grandis en France, est-ce que ça crée en toi un complexe ou pas? Sincèrement, je pense que depuis enfant, j'ai toujours été un enfant bien vivant. Ok. C'est-à-dire, j'aimais m'amuser, j'aimais jouer, j'étais très, je ne dirais pas turbulent, mais le fait de se retrouver dans un environnement où, bon, d'abord déjà, j'étais conscient que ici, c'était totalement différent. On nous vendait du rêve par rapport à l'Europe. On nous vendait un rêve que quand je suis arrivé, je me disais, je vais arriver dans un paradis en fait sur Terre. Tu vois ce que je veux dire?
il y aura de la lumière partout, il y aura du parfum, il y aura des trucs, il y aura des vélos par terre, bref. Et j'arrive, je vois en fait des enfants qui sont totalement différents des enfants de l'Afrique. Alors leurs insultes ne me faisaient pas vraiment mal, parce que pour moi, je les voyais plus étranges. Je me disais, mais pourquoi il me traite de blédard? Pourquoi il m'appelle Kirikou? Ok. Et j'avais même pas vu le dessin animé Kirikou, pour te dire. Je ne le connaissais même pas, Kirikou. C'est à travers ces qualificatifs que tu l'as découvert. C'est à travers ces qualificatifs-là que j'ai découvert forcément, effectivement Kirikou. D'accord, très bien. Et après, comment ça se passe? Tu rentres à l'école, tu commences ta scolarité. Quel était ton parcours scolaire? Je rentre à l'école, donc j'arrive en décembre. Je rentre à l'école, forcément, septembre est déjà passé depuis un moment. On rentre dans le deuxième trimestre. Je redouble. D'accord. Mais en mathématiques, j'étais très bon. Ok. Donc, on se met d'accord, enfin, mes parents se mettent d'accord avec, l'école pour que je redouble. Donc, je reprends une année. Le français, je me débrouillais plutôt pas mal parce que ma mère, en Afrique, au Congo, était institutrice. Donc, à la maison, nous, on parlait plus le français que le lingala. D'accord. Et forcément, j'avais quelques facilités. Mais l'accent était quand même là, de temps en temps. Et il fallait faire un effort aussi de pouvoir éradiquer cet accent-là. Okay. Alors, le collège se passe bien. Après le redoublement, je n'ai plus redoublé. J'ai pu avoir mon brevet. D'accord. C'était un premier diplôme. Quelle fierté. Très bien. En fait, on se rend compte que le brevet, dans les années 90, c'était un diplôme qui était reconnu, où on pouvait directement aller travailler. Pour les jeunes qui partaient travailler dans les usines, par exemple. Ok. On se rend compte qu'en 2002, l'an 2000, on change de philosophie. D'accord. Il faut aller faire des études supérieures, aller au lycée. J'étais devenu plutôt bon dans les résultats, mais dans l'attitude, c'était très compliqué. D'accord. Forcément, moi, un autre choc culturel que j'ai eu, c'est que les profs ne tapaient pas les élèves. Alors que moi, je viens d'un pays où le prof, tu l'embêtes ou tu es turbulent, il sort, il arrache un bambou, il revient dans la classe, mais il va te corriger. Comme dit ma femme, je vais te botter. Il va te corriger sérieusement. Donc, c'est-à-dire un prof, c'est limite respect. Mais j'arrive ici, les profs, non, les élèves leur répondent. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ici, on est en Occident, donc on est en France, on sait que c'est totalement, strictement interdit de toucher un enfant, surtout s'il n'est pas le tien. Aujourd'hui, on voit même carrément, on veut mettre des lois pour interdire aux parents de corriger leurs enfants. Est-ce que pour toi, la dureté des enseignants en Afrique et, on va dire, je dirais pas la légèreté ici, mais le fait qu'il n'y ait pas du tout le même rapport entre les élèves et leurs professeurs, a été bénéfique pour toi ou pas? Est-ce que tu aurais eu besoin justement de trouver cette dureté au niveau des professeurs ici? Alors, je pense que à l'école primaire, secondaire, cette dureté est importante. D'accord. Peut-être pas forcément dans l'aspect où il faut frapper l'enfant, mais dans l'aspect strict où il faut corriger l'enfant. Et c'est un sujet, effectivement, je sais ici, on est aujourd'hui parents, donc on pèse aussi cet aspect-là, bien que maintenant on est retourné en Afrique. Mais je pense que cette dureté-là, elle est importante. Moi, j'étais droit parce que je venais de l'Afrique et en plus, j'ai étudié dans un pensionnat à Kimwenza. Okay. Le fait d'avoir étudié là-bas, les profs étaient extrêmement stricts. J'apprenais la vie, on apprenait la dureté du respect des règles. Arrivé ici, choc total, on ne tape pas. Par exemple, un exemple tout simple, première fois que je veux répondre, puisque j'étais bon en maths, je veux répondre sur un exercice mathématique, je lève la main. Sauf que je me rends compte, en fait, le prof, il discute avec des, bon, je ne veux pas dire ses camarades, mais en gros, le prof discute avec des mini-adultes, voilà. Ils sont là, il peut prendre la main, enfin, il peut prendre la parole quand il veut, pas besoin de lever la main. Alors moi, encore un trait de blédard, je lève la main et quand le prof me désigne, lui dérive, je me lève et je croise les bras, debout. Ouais, en fait, tu venais avec… Je suis droit comme ça, en I. Non, mais réellement. Et là, toute la classe rigole. Alors moi, je ne comprends pas, je les regarde. Choc de culture, ouais. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça m'a pas pris longtemps parce que je suis un enfant et dès que j'apprends les règles, qu'effectivement il faut. Ouais, tu t'es adapté quoi, Je me suis rapidement. adapté rapidement. Ok, bah c'est. Mais pour moi, cette dureté Elle est vraiment été importante. Elle a été importante. Ok, on va revenir sur toi. Désolé, je m'éternise un peu sur Derrick. Mais toi, voilà, tu as fait ta scolarité normale, tu as grandi Juvisy 91. Et puis, ben, décidément, finalement, Derrick, c'est à quel moment où ta vie professionnelle elle a basculé? Comment tu es passé justement de ce jeune homme, adolescent, traité, considéré de blédard à l'époque? Tu n'avais pas la même carte d'identité que certains de ses amis. Mais comment justement et à quel moment, toi, ta vie a basculé de manière complètement positive aujourd'hui? Et à quel moment tu as été recruté par cette société? Et comment s'est passé justement ton retour en Afrique? Ma vie bascule au lycée. Donc, il faut faire un choix. Soit professionnel, soit la voie classique, d'accord, générale, comme on a l'habitude de le dire. Et là, comme je disais, mes résultats étaient bons, mais la conseillère d'orientation m'oriente vers la voie professionnelle. Ok. Et depuis tout petit, j'étais toujours impressionné par tout ce qui était technologie. Ok. La technologie, toujours d'abord déjà par la lumière, tout ça. Ok. J'étais vraiment impressionné. Et donc, je choisis la voie électronique. Je commence par un BEP. Ok. Je fais un BEP au lycée Clément Ader sur Athis-Mons. J'évolue là-bas. Toujours dans cette phase de jeunesse, on se retrouve que parfois on est mêlé dans des histoires. Pourtant, je n'ai pas grandi dans une cité. Mais enfant, il fallait appartenir à un groupe, Ok. effectivement. Donc, j'étais associé avec un groupe où le groupe, voilà, il y avait quelques petites, on va dire, petites phases délinquants, mais je ne me considère pas comme un délinquant, mais voilà. Et je bascule, à cause de ces histoires-là, justement, que ça m'a apporté, vers l'aspect alternance. Et ça tombe bien, on est en 2007, 2008, si je ne me trompe pas. On est avec Sarkozy. Sarkozy change le système scolaire en voulant mettre en avant l'aspect travail plus Filiale professionnelle. école. Ok. Je trouve ma voie, complètement. Je trouve ma voie, pourquoi? Avec la faculté des métiers d'Evry, d'accord, à Évry-Courcouronnes. Je trouve ma voie, pourquoi? Parce que je combine à la fois le travail et l'école. Alors, j'apprends beaucoup, je continue d'apprendre, mais en fait, je me retrouve que je suis en train de grandir en même temps en étant formé, en continuant mes études. Donc, je fais après mon BEP un bac électrotechnique. Après le bac électrotechnique, je vais sur un BTS. Mais ma vie bascule au moment du bac électrotechnique, puisque c'est à ce moment-là que je rencontre Rokia. Ton épouse, celle qui est devenue aujourd'hui ton épouse. Madame comment déjà? Mazungidi. Ah, Mazungidi Kiaga, quelle fierté. Aujourd'hui, est-ce que tu es fier, sans vouloir t'interrompre, tu es fier de voir que l'homme qui est devenu ton mari? Oui, je suis très fière de lui. Tu l'as connu dans les débuts vraiment du basculement, comme il dit, de sa vie. Je l'ai connu, il avait quel âge? 19 ans. Ouais. 19 ans. Vous êtes connu où, dans 91, c'est ça? Oui, à Juvisy, à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus? Dans l'hôpital. À l'arrêt de bus? Comment ça fait? 486 et 285. C'est quoi ça, les bus, les numéros de bus? Les bus qu'on prend pour rentrer chez nous. Ok, et comment ça s'est passé? Il est posé à l'arrêt de bus? En fait, j'étais partie rejoindre une amie qu'on avait tapée dans un centre commercial. Tu t'es battu? Non, on m'avait appelé pour aller la récupérer, pour l'accompagner à l'hôpital. Oui. Du coup, je suis partie et on a vu Derrick et son meilleur ami Enrique. Et comme Enrique connaissait ma copine, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à parler. Vous avez commencé à parler. C'est toi qui l'as abordé en premier? Ouais. Totalement. Donc je la vois, je dis à mon gars, je dis, hé, tu vois la petite là-bas là? À l'époque, avant de devenir madame. Tu vois, ouais. Bon. C'est en quelle année? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. 15 ans de relation? Ah oui. D'accord. Donc disons que c'est, on va dire, amour de jeunesse alors? Amour de jeunesse. Moi, oui. Ok.
Amour de jeunesse et basculement pour nous deux. Pour nous deux. Donc, on se retrouve sortir de l'aspect célibataire sans responsabilité à célibataire toujours, parce qu'on n'était pas encore mariés à l'époque, mais avec responsabilité. Je vais revenir sur ton parcours rapidement. Rokia, toi, tu es malienne. Oui, du coup, lui, il est congolais. Donc, si je peux me permettre de le dire, de confession chrétienne. Oui, et totalement. toi, tu étais de confession musulmane. Est-ce que ça n'a pas été... comment ça s'est passé justement, cette rencontre et cette relation? Est-ce que ça a posé problème au départ, le fait que vous soyez déjà de deux origines différentes et ainsi que de deux confessions différentes? Non, parce qu'au début, quand on est jeune, on ne se dit pas qu'on va se marier avec cette personne-là. On se met ensemble, on joue un peu. C'était pas, nous deux, on n'était pas sûrs de finir notre vie ensemble. En fait. Donc il n'y avait pas vraiment cette vision de « ok, ça va être ma femme un jour ». Non. D'accord. Même, on ne se dit pas, oui, on n'est pas de la même religion. On sait qu'il est congolais, il sait que je suis malienne, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais Mais finalement... réellement, on avait mis les règles dès le départ, parce qu'en fait, tout de suite, on savait que moi, je suis chrétien et elle est musulmane. D'accord. Et sans même aller très loin, on savait très bien que chacun va respecter sa religion. Ok. Donc il n'y avait pas tout de suite l'idée de se dire « ok, il y aura conversion » ou quoi que ce soit. Non, parce que là, comme elle le dit si bien, là, c'est se projeter directement, alors que non, on était vraiment jeunes. C'est-à-dire, moi, je l'ai connu à 18 ans, 17-18 ans. Et voilà, donc c'était vraiment... On va dire sans vision, amour de jeunesse, vraiment relation. Sans vision, juste un kiff. Elle est belle, elle a une beauté naturelle. J'ai dit, ouais, tu vois ce noir, j'adore. Moi, le noir, j'aime. C'est ton kiff. C'est mon kiff. Donc j'ai dit, ah ouais, non, elle, franchement... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te connectes sur, comment on appelle ça, TikTok, tu vois des débats, des lives. Est-ce que l'homme noir valorise assez la femme noire? Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ce sujet? Mais la femme noire, Armand, il faut totalement la valoriser. D'abord déjà, la femme noire est une beauté naturelle. Ça, il faut le dire. Notre peau, la pigmentation, tout, c'est naturel. Il n'y a pas d'artifice, non. Beaucoup de femmes aujourd'hui, et malheureusement, se perdent peut-être dans l'aspect où elles veulent claircir. Mais en fait, ce n'est pas notre identité réelle. Après, chez nous, et ça on l'a encore vu quand on est rentré, il y a des personnes qui sont claires de nature, peut-être par rapport à la colonisation, tout ça. Mais aujourd'hui, la femme noire, ah non, elle a tellement de valeur. Sans vouloir dénigrer les femmes des autres continents, ce que tu dis. Totalement. Mais on parle, je tiens vraiment à répondre sur ta question sur la femme africaine. La femme africaine aujourd'hui, c'est une femme de valeur. De par son histoire, de par son vécu. Et de par ce que nous, même qui sommes des enfants issus des femmes africaines, on a vu nos mamans, comment elles se sont battues. Ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, la femme africaine, il faut la valoriser. Donc, comme je disais, moi, quand je l'ai vue, j'ai dit non, c'est... Ça me fait sourire carrément. Ça me fait sourire. Mais en même temps, j'étais petit et c'est là où je suis encore... En fait, quand j'étais petit, encore un aspect blédard, je ne sortais que avec des blondes aux yeux bleus. Si tu n'es pas blonde, tu n'as pas des yeux bleus, no way, no way. Mon père me regardait et me disait, hey, à un moment donné, tu vas retourner aux sources. En fait, il avait totalement raison. Parce qu'il a fallu que j'arrive peut-être 18 ans. 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser maintenant à découvrir, on va dire, mes sœurs, voilà. Tu vois, c'est ce que je veux dire, à découvrir la femme africaine. Et je n'étais pas bloqué dans l'aspect où je suis congolais, il faut que je sois seulement avec les Congolais. Non. J'étais totalement ouvert. Totalement ouvert à l'amour, quoi. Et je me rendais compte qu'en fait, non, les Sénégalaises, elles sont magnifiques, les Guinéennes, elles sont magnifiques, les Maliennes sont magnifiques. Nos sœurs congolaises, elles sont extrêmement magnifiques aussi. C'est pour ça, je te tacle un peu quand même. Hein. Attends. Si, après, comme tu as dit, ça pourrait être vraiment un autre débat. Mais du coup, à un moment donné, voilà, il a fallu officialiser les choses.
Et au moment de l'officialisation, tu as dû annoncer à ta famille qu'il est congolais d'origine. Et est-ce que tout de suite, tu t'en demandais quelle était sa croyance? Ah non, eux se sont dit congolais, chrétiens, catholiques. Direct, ils ont deviné. Direct. Et est-ce que ça a été un frein ou pas pour eux? Ah bah oui, c'était la guerre. C'était totalement la guerre parce que... Très difficile. Ouais. Ils ne parlaient plus. En fait, il fallait faire un choix. C'était Derrick ou eux. Ah ouais, quand même. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait du coup? Ben, si vous êtes là, c'est que le choix, il est évident. Tu as choisi Ah Derrick. non, mais je me suis battue, c'était très compliqué. Du coup, Derrick était venu pour demander ma main. Mes parents, ils ont dit non, faut que Derrick devienne musulman. Ok. Du coup, on avait un appartement à Paris. Moi, j'étais retournée chez mes parents. Et quand mes parents ils avaient refusé, ben, je suis partie rejoindre Derrick. Donc, par contrainte du fait qu'il n'a pas été reçu comme il se devait au niveau de la famille, est-ce que toi, quelque part, ça a failli t'influencer ou pas à te convertir pour préserver ta relation ou pas du tout? Comme je l'ai dit au départ, dès qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à se connaître, on était clair. C'est-à-dire, on savait pour nous, on n'allait pas aller loin en se disant que voilà, laissons l'amour nous porter, par exemple. Mais il y a un événement. Il y a un événement qui nous a amené à arriver à se poser cette question-là du mariage ou encore de la conversion. C'est qu'effectivement, on est jeune et on joue, permets-moi le terme, du sexe. Malheureusement, qui joue du sexe fait des gosses. Ok. Et bah, on se retrouve Parents. On se retrouve parents, comme je disais. On passe de célibataire sans responsabilité à célibataire avec responsabilité et encore mieux à parents. Ok. Il a fallu que nous deux, on se mette d'accord dès le départ. C'était très compliqué, comme elle le dit. Et à ce moment-là, par contre, on se rend compte que oui, là, ça va être compliqué. Là. Déjà, tu n'es pas accepté du fait que tu sois congolais, là, non musulman. En plus de ça, tu ramènes un enfant. Déjà, j'imagine au niveau des familles, on va y revenir vraiment sur les enfants, étant donné que voilà, malheureusement, l'entretien, on a un temps défini de l'échange, mais votre histoire, comme je disais, je savais qu'elle allait être vraiment passionnante. Et Derrick, du coup, voilà, tu fais tes études, tu fais un cursus électronique, tu commences à travailler. À quel moment, finalement, vous prenez la décision de partir vivre au Congo? Donc, tout nous ramènera toujours à la base de notre relation. C'est-à-dire, quand on se rencontre, on discute, on parle. À un moment donné, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien connaître la personne. Comment tu t'appelles? Et on parle. Quels sont tes rêves? Quelle est ta vision? Donc, moi, elle me demande, et toi, quelle est ta vision? Dès le départ, je lui dis, moi, je suis venu pour étudier. Je finis, je rentre. Ah, tu avais déjà fait ton plan? Je l'avais déjà dit. Au moment où je tomberai sur une opportunité qui peut me ramener au Congo ou en Afrique, ce n'était pas seulement le Congo, ou en Afrique, je rentrerai. D'accord. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu mon diplôme, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Quand j'ai eu mon diplôme, donc j'ai fini avec un BTS en électrotechnique. J'ai commencé une licence à la Sorbonne, toujours en électrotechnique, mais j'ai trouvé le poste qui avait des perspectives en Afrique. Donc, chaque entretien où je passais, je demandais, avez-vous des perspectives en Afrique? Pendant l'entretien, on te demande, avez-vous des questions, tout ça? Moi, ma question que je posais à la personne qui me passait l'entretien, votre entreprise a-t-elle des perspectives en Afrique? Okay. Si on me disait non, je pouvais décliner le poste pour ça. Ok, donc finalement l'Afrique a été toujours en toi, malgré que tu t'étais détaché étant plus jeune. Tu gardais toujours cette volonté de vouloir repartir. Totalement. Okay. Comme je l'ai dit au début, je pars, j'ai 10 ans, je vis ce que j'ai vécu, ensuite j'évolue ici. Totalement, je sais que j'ai laissé ma mère en Afrique. Et il faudra à un moment donné rentrer. Ok, c'est ça aussi qui t'animait. Totalement. Donc, tu trouves l'entreprise qu'il faut, on te propose un poste de retour en Afrique, tu sautes sur l'occasion directement? Alors, on ne me propose pas forcément un poste. Okay. En fait, le poste, il est proposé. C'est moi qui le propose.
à l'entreprise. Ok. Et ça part sur un truc tout simple. C'est-à-dire que l'entreprise avait des perspectives en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, subsaharienne, d'accord. Et j'ai fait 2-3 voyages, 2-3 missions en Afrique. Je me rends compte que non, c'est quelque chose. Je fais un retour une première fois au Congo à 25 ans. Donc après 15 ans après avoir quitté, à 10 ans. Et là, j'arrive, je me rends compte que maintenant, il y a totalement beaucoup à faire. Et j'ai plus à apporter en rentrant en Afrique qu'en restant travailler ici, avoir une belle carrière. Je n'en doute pas. Je suis un travailleur. Mais réellement, je pensais que j'avais quelque chose à apporter. Et je le pense toujours, qu'aujourd'hui, les jeunes réellement qui ont évolué en Europe ont beaucoup plus à apporter en Afrique, Armand, qu'ici. Sans vouloir dire qu'ici, ils n'ont rien à apporter. On va apporter quelque chose. Mais moi, aujourd'hui, je défends une société française et je défends les intérêts de la France, mais en travaillant en Afrique. Ok. Mais je voulais te titiller un peu sur un point, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, si je comprends bien, toi, le conseil que tu pourrais donner en tant qu'expat, c'est que finalement, s'il y a des jeunes Africains qui hésitent, qui tergiversent, qui se posent des questions sur un retour probable en Afrique, conseil du jour, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Sincèrement, je pourrais leur dire que c'est totalement possible d'abord. C'est totalement possible parce que notre continent a tellement d'opportunités à nous offrir d'abord à nous, les enfants du pays. C'est simplement, comme tu le dis, on n'ose pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a une dynamique. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Vous avez ces Africains, ces jeunes Africains qui ont grandi ici et qui ne connaissent pas le continent africain, qui voudraient y aller. Moi, à travers cette interview, je voudrais leur montrer que, sincèrement, vous pouvez le faire. Vous pouvez rentrer. Peut-être pas d'un coup se décider d'aller s'installer, mais au moins d'aller visiter. Et l'aspect s'installer, changer de continent, changer de mode de vie, retour aux sources, viendra de soi. Et bien sûr, ça ne sera pas forcément facile parce que vous êtes noir. Non. Mais au contraire, vous allez avoir cet aspect où je suis chez moi. Très bien. Donc j'encourage tous ceux qui voudraient rentrer, tous ceux qui voudraient entreprendre en Afrique à le faire réellement. Très bien, vous l'avez compris, hein, rien n'est impossible. Vous êtes un Africain, vous sentez cette volonté en vous d'apporter, d'être une pierre à l'édifice pour le développement de votre continent. Ne vous posez plus de questions parce qu'aujourd'hui, on a des preuves vivantes, on a des exemples comme d'Eric. Rokia, toi qui es malienne, forcément, tu n'as pas d'attache avec le Congo et là, ton mari décide de t'emmener au Congo. Comment ça se passe, l'installation au Congo? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Comment les Congolais t'ont-ils accueilli? Et toi, aujourd'hui, en tant qu'une étrangère au Congo, bien que tu sois africaine, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas du Congo et d'aller vivre en Afrique? Les Congolais, déjà, ils sont très accueillants. Ils m'ont bien accueilli, mais c'est vrai que ça a été très difficile parce que, comme je te le disais, je suis née ici, j'ai grandi ici. Donc, entre guillemets, je suis une petite Française. Hein. Quand tu arrives en Afrique, ah, la Parisienne, la Parisienne. Du coup, au début, c'était difficile. En plus, on ne le croyait pas trop. Hein. Quand ils disaient, oui, on va retourner en Afrique, on disait, oui, si, travaille. On verra après. On galère déjà, tu viens me dire, oui, on va repartir en Afrique pour faire quoi? Mais après, c'était comment? Je pleurais hein, quand même. Hein. Ouais, il y a eu des phases où c'était pas évident. On est arrivé là-bas, c'était en 2019. Après, il y a eu le Covid, du coup, on ne pouvait pas voyager. On déprimait, on voulait que rentrer. Mais après, on a appris à apprécier le pays. Là, on nous dit de rentrer, je pense pas que je voudrais. C'est là, voilà. Tu es plus prête à rentrer? Non, on verra. Hein? Est-ce que finalement, en Afrique, tu retrouves certains privilèges que tu n'aurais pas en France, par exemple? Je suppose que voilà, Derrick, tu es directeur, il doit quand même avoir côté certains avantages. Est-ce qu'il y a certains privilèges que tu retrouves en Afrique que tu n'as pas forcément en France en tant que femme? Ah oui, les chauffeurs, nounou. Coûte pas cher. On a galéré ici à avoir une nounou. D'accord. Sincèrement. Ici, on courait partout, il y a moins de garde. Au moins, là-bas, tu peux même prendre 3 personnes, 4. D'accord.
Ok, ben, c'est génial. Et est-ce que du coup, quand tu arrives comme ça, tu es étrangère, voilà, tu es française, franco-française, est-ce que finalement il y a un réseau, est-ce qu'il y avait un réseau là-bas, on va dire, d'expats avec qui tu as pu faire connaissance et qui t'ont aidé à t'intégrer facilement? Mais nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas au début. C'est que maintenant que ça a été mis en place. Ok, Mais on parle avec des Français, on échange. ok, Mais pas de sortie, on ne fait pas de sortie particulière. non, d'accord. Donc c'est vraiment à travers ton mari que Oui. tu as pu t'acclimater. Et comment ça se passe, voilà, couple Congo, Mali, les enfants, comment ça se passe au niveau de l'éducation? Est-ce que du coup les deux cultures, vous imprégnez ça à vos enfants ou est-ce qu'il y a un côté qui prédomine dans votre relation Un côté pour les qui enfants? prédomine. Non. Non, pas forcément. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, musulmane, chrétien, par rapport aux enfants, on était conscient d'une chose, c'est qu'on les laisserait choisir. Mais assez compliqué, puisque quand les enfants vont du côté malien, le porc, c'est interdit. Quand ils viennent du côté congolais, nous, on mange le porc. Et du coup, mais ce qui était bien, c'est que dans notre foyer, il y avait le Coran ici, la Bible ici. Et nos enfants, on les a élevés dans la chrétienté, dans l'aspect musulman aussi. Et ils ont évolué comme ça. C'était un peu compliqué, je dois dire la vérité, parce que les enfants, à un moment donné, se retrouvaient un peu perdus. Je disais, mais finalement, quand je vais... Mon fils, par exemple, notre premier fils, il a 13 ans. Quand il rentrait des vacances chez les parents du côté de ma belle famille, le porc, c'était prohibé. Ce que je faisais deux fois, je l'emmenais au McDo, je prenais un truc au bacon. Et quand il me disait, je veux goûter, je disais, vas-y, goûte. Bah oui, c'est mon fils. Quand il goûtait, je lui disais, ben voilà, c'est bon, ouais, c'est bon, t'en veux un, allez hop là, prends un autre. Donc oui, 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 oui. Ce que je pourrais peut-être ajouter sur l'aspect où l'intégration, ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'effectivement, le Congolais est très accueillant, mais choc culturel, forcément. Et c'était aussi mon plan d'intégration là-bas, c'est-à-dire que je ne voulais pas me retrouver directement immergé dans une communauté européenne. On quitte l'Europe, c'est pas qu'on ne veut pas être avec les Européens, on ne quitte pas l'Europe parce qu'on n'aime pas la France. Ça, c'est faux. On est les premiers à aimer la France. Voilà, ça c'est vraiment faux. On quitte parce que c'est un objectif de vie, un objectif de carrière. Quand on arrive, on doit s'intégrer. Donc moi, mon plan c'était, on va d'abord s'intégrer, voir comment eux ils dansent. S'ils dansent à gauche, on va tous danser à gauche. Très bien. Pas faire de différence parce que si on va tout de suite traîner avec des Français, que ce soit des Africains français ou des Français souches, ça ne va pas nous permettre de s'intégrer facilement. On ne va pas comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, et si elle dit no way, je ne rentre pas pour vivre ici, c'est parce qu'effectivement l'Afrique nous offre ce cadre de vie qu'on n'a pas pu avoir ici et que quand bien même j'aurais fait une très belle carrière ici, je sais que j'aurais eu du mal à m'épanouir réellement. D'accord. Il y a un autre aspect, le soleil. Hein. Le soleil. Vous êtes un couple vraiment totalement épanoui aujourd'hui au niveau de l'Afrique, que ce soit même pour l'éducation des enfants, au niveau professionnel, tout va bien, comme on dit. Par la grâce de Dieu, tout va bien. On ne se plaint pas. D'accord. Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Non, je savais que votre histoire allait me toucher et même pour moi aujourd'hui, je pourrais même dire que c'est carrément une source d'inspiration et de motivation. Comme on arrive bientôt au terme de l'émission, du coup, Derrick, quelles sont aujourd'hui tes responsabilités? Parce que je rappelle que tu n'as que 33 ans. Et aujourd'hui, voilà, c'est quand même une fierté, je pense, de dire que tu es directeur. Quelles sont aujourd'hui tes responsabilités? Qu'est-ce que tu fais au niveau de l'Afrique? Est-ce que tu voyages? Et le fait de voyager rapidement, est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça a un impact ou pas au niveau de ta vie de famille, etc. Oui, ça a un impact. Donc aujourd'hui, juste un petit clin d'œil sur l'aspect où on met un point sur Kinshasa et on trace un trait, pas d'avion, je traverse en voiture, en bateau et tout ça. Aujourd'hui, l'avion, c'est comme si c'était un bus, donc un métro, sans prétention. Quelle histoire. Là, c'est les plans de Dieu, en fait. J'arrive en bus, ouais. Et je repars en avion. Et je repars tout le temps en avion. Donc oui, aujourd'hui, mes responsabilités en tant que directeur en Afrique, je gère toute la région Afrique centrale,
Donc j'ai environ 7 pays à ma charge. Et ce que j'ai apporté, et c'est ce que j'ai insisté encore une fois, c'est cette expertise européenne. J'ai voulu l'implanter en Afrique parce que en fait, il n'y a aucune raison qu'on dise par rapport au travail, ça se passe mal là-bas parce que c'est l'Afrique. Non, c'est pas normal. En Afrique, il y a des personnes de qualité, il y a des personnes qui sont formées, il y a des travailleurs. Et il manque peut-être par moment un aspect organisationnel, timing, respect du temps, respect des plannings, respecter ses engagements. Ça, c'est vrai, ça manque un peu. C'est-à-dire quelque chose qui peut être réalisé dans une semaine ou en une semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut se réaliser en un mois. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apporté, c'est respecter les délais, avoir un timing précis, un service de qualité. Et j'ai la chance d'avoir grandi en Europe. Donc, j'ai cette rigueur française. On les connaît, on reconnaît les Français par sa rigueur. Il est un peu râleur, oui, moi aussi ça m'arrive. Mais cet aspect-là où c'est rigoureux, c'est précis, c'est présent. Et les études ici m'aident énormément là-bas parce que je rencontre des personnes qui sont aussi formées, mais encore une fois, qui ont juste besoin d'avoir certains accompagnements, un accompagnement sur quelques aspects et à un moment donné, manquants. on se rend compte qu'en fait, c'est des personnes. Donc, disons que là, en Afrique, il y a du talent, il y a du potentiel. Énormément. Mais énormément. il y a juste voilà, cet aspect où il faut être capable d'être consciencieux, d'avoir cette rigueur et conscience professionnelle. Et ça, c'est ce que toi, aujourd'hui, en tant qu'expat, tu as pu emmener. Totalement. Donc, si je comprends bien, pour résumer un peu, toutes les personnes aujourd'hui nées, grandies, étudiées en Occident, vous avez beaucoup à apporter en Afrique, mais tout en prenant en compte et en respectant également aussi les personnes qu'on trouve là-bas et de ne pas venir avec une démarche de paternalisme, du genre je vais tout vous apprendre, vous ne connaissez rien. Oui, voilà. Exactement. Et tu peux même un peu poser le mot d'un aspect, genre un genre de colonisateur. Non, 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 effectivement. Il faut arriver avec beaucoup de respect. Comme je disais, notre stratégie d'intégration a été de danser comme eux, ils dansent. Avant de leur montrer comment nous, on danse. Comment nous, on a appris à danser, d'où on vient. Donc, il était question d'abord de s'intégrer avec eux et de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et ensuite de se rendre compte que, ah oui, parce qu'il y a des thématiques, il y a des difficultés en Afrique que des fois, le bureau en Europe, ils ne comprennent pas. Ils m'appellent, ils me disent, mais Derek, attends, oh, va me dire que pour faire ce travail-là, il faut une semaine. Mais il n'y a pas de courant. C'est des réalités en Afrique. C'est des réalités, malheureusement. Il n'y a pas de courant. En tout cas, merci infiniment. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on a pour coutume ici, hein, avant de conclure l'entretien, on pose quand même quelques questions à nos invités pour un peu apprendre à vous découvrir d'un point de vue personnel. Je commencerai par quelle est votre destination préférée aujourd'hui? Notre destination préférée en voyage. couple. Ouais. En couple, les États-Unis. Ouais. Les États-Unis? Ah, New York. Coup. New York. Vous y êtes déjà allé? Oh oui. D'accord. On adore. Comptez repartir? Magnifique. Génial. Magnifique. Du coup, quelle est votre ville ou une ville que, à part Lubumbashi, parce qu'aujourd'hui vous y habitez, est-ce qu'il y a une autre ville où vous aimeriez vous installer si jamais vous devez quitter là-bas? Je le laisserai répondre. Juvisy. Je veux pas la Juvisy. Le 91, t'habites encore? Non, on adore le 91. Okay. On adore le 91. On n'oublie pas les sources. Ouais, okay. mais moi j'aimerais bien habiter au Bamako. Moi. Ouais, Bamako. Ouais, Bamako. Toi, l'Afrique, dans le son, l'Afrique. Ouais, c'est totalement. Bamako, ouais. Comme elle l'a dit, très accueillant, les Congolais. Moi, pour moi, les Maliens, j'ai vraiment eu un kiff. Quoi. Génial, génial. Et quand vous voyagez, vous êtes plutôt Airbnb ou hôtel? Airbnb direct. Airbnb direct. Ouais, ça sauve la vie. Quelle alternative? On est Comment? trop pour prendre l'hôtel. Famille nombreuse. Famille nombreuse. Okay. Mais quand bien même avant, c'était Airbnb. Ouais, toujours Airbnb. Ouais. On est à l'aise. À l'aise. Avion ou train? Avion. Avion. Aujourd'hui, vous êtes. L'avion, comme tu as dit, c'est devenu un bus pour vous. Oui, surtout pour lui. Des fois, ça m'énerve. Il bouge beaucoup. Il atterrit, il repart. C'est comment dire la réalité d'avoir aussi des postes à responsabilité. Totalement. C'est un peu ça aussi l'envers du décor. Totalement. Mais on est en train de travailler justement pour... Tant que ça aide à mettre la famille à l'abri,
et à prendre soin de la Il famille. faut quand même se reposer. Il faut se reposer un peu. Ok. Ski ou plage? Plage. Plage, Plage. totalement. Mais ça, c'est encore parce que vous êtes, du coup, vous êtes en Afrique, il n'y a pas trop de, y a pas de Bah, neige. Hein. C'est chaud. déjà, il fait froid au ski. Donc, Il fait froid mais aussi. j'aime bien le ski, Ok. pour une journée. Ok, rapidement, avant de conclure, excuse-moi Derrick, avant de conclure, aujourd'hui, voilà, tu es marié à un Congolais, couple mixte, comme je disais, la thématique de cette émission, c'était vraiment mixité, et parler un peu de votre expérience en tant qu'expat. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à une femme qui a peur de se marier avec quelqu'un d'une autre origine qu'elle? Ben, je pense pas que quelqu'un aura peur, c'est plus peut-être peur par rapport à la famille, mais il faut avoir confiance à son partenaire. Et l'amour fait tout aussi. Vraiment l'amour. Mm. Et toi, Derrick? Ah, moi, je dirais, si une personne a peur de se marier aujourd'hui avec une personne d'une autre nationalité, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, c'est plus vraiment quelque chose qui peut effrayer. Je pense que je rejoins ce que Rokel dit, à juste titre. C'est la famille qui peut représenter un frein. Mais encore une fois, oui, l'amour, on a confiance en notre partenaire. Moi, je voyage beaucoup. Bah, je voyage, je dors sur mes deux oreilles. Tranquille, confiance. Total. Donc, je ne pense pas que ça peut être un frein aujourd'hui. Je pense que ça peut être même une richesse. Aujourd'hui, c'est riche parce que je découvre, je mange congolais, je mange malien, voilà, je mange Tu beaucoup. sais faire des, Richesse, tu sais faire des plats congolais un peu? Fundu, Fumboa, Madessou. Madessou. Tu maîtrises. Foufou, je maîtrise. Oh, Ah. Quand on vient manger chez moi, on pense même qu'on mange une congolaise. et là, t'as appris ça comment? Toute C'est, seule. ben, j'ai appris avec sa grande sœur Ya Julie. La daronne. C'est elle qui m'a appris La daronne. Génial, génial. Mais en tout cas, moi, je pense que je l'aurais suffisamment répété durant cet entretien. Aujourd'hui, on voulait vraiment vous partager une histoire particulière qui, à mon sens, est assez inspirante. On parle ici d'un jeune homme parti d'Afrique, loin de ses parents, confié à des personnes étrangères, qui n'a pas fait Congo-France, mais qui a traversé différents pays, mais qui a fini arrivé par destination. Déjà, ça, je pense que c'est une grâce. Mais il ne s'est pas arrêté à là, il ne s'est pas lamenté, loin de sa mère. Il a pris son courage à deux mains, il a pris ses études au sérieux, il se ressaisit et aujourd'hui, il est devenu directeur. Comme quoi que tout est possible. Il suffit d'avoir de la volonté et il suffit de prendre sa vie en main. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui à travers cet entretien. Et au-delà de ça, il est marié avec une Malienne. Comme quoi que l'amour triomphe toujours face aux obstacles et à l'adversité. Il suffit juste de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Derrick Rokia, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Peut-être, si vous revenez un jour en France, je vous attraperai encore pour un deuxième épisode. Et là, on rentrera peut-être dans la profondeur de certaines choses. Ce sera avec un grand plaisir. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux vous souhaiter beaucoup de bonheur. Soyez heureux. Merci. Continuez à être cette pierre à l'édifice pour ce que vous faites aujourd'hui à l'Afrique. Je sais que tu crées de l'emploi là-bas, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Et voilà, soyez heureux, allez de l'avant. Si vous avez un dernier message pour les personnes qui vont vous suivre, sentez-vous à l'aise. Tu veux commencer, chérie? Non, toi, d'abord. Très bien. Moi, je dirais que effectivement, on est un couple atypique, dans le sens où je suis congolais, elle est malienne. On a eu un parcours très compliqué. Aujourd'hui, on en rigole et je préfère même en rigoler et c'est bien. Donc, je peux passer un message en disant que quelles que soient les difficultés que vous avez, si aujourd'hui vous êtes un couple mixte ou que vous vous fréquentez, il faut croire en vous. Ça, c'est super important. Avoir des bases solides, partager vos visions et voir si effectivement ma vision à moi correspond à l'autre ou encore si l'autre peut accepter de me suivre. Par rapport à votre vécu, vraiment, ça c'est important, il faut guérir
au fond de soi-même du vécu que vous avez eu, donc totalement être guéri, pour devenir quelqu'un qui peut partager son expérience comme je le fais aujourd'hui, parce que je suis guéri. Et bien évidemment, je finirai par la diaspora. Les jeunes Congolais, jeunes Maliens, jeunes Sénégalais, jeunes Ivoiriens, jeunes Camerounais, pour avoir visité ces pays-là dans le cadre de mon travail. Ceux qui sont en Europe, n'hésitez pas à retourner, ne serait-ce que pour des vacances. Et vous verrez par vous-même qu'effectivement, vous avez plus à apporter dans votre continent, tout en gardant l'aspect européen et en aimant l'Europe pour tout ce qu'ils nous ont donné et pour tout ce qui nous a donné la France, sans le nier, mais pensez à rentrer aussi en Afrique. Voilà le message que j'ai, Armand, et que je voulais venir ici avec toi quand tu m'as proposé pour partager ça. Merci. Avec tous tes auditeurs. Merci, et te féliciter aussi par la même occasion pour ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est une plateforme que j'encourage beaucoup à venir. Je pense qu'on pourrait avoir d'autres parcours encore. J'ai un parcours qui peut être un exemple, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'on est beaucoup à être venus en Europe par des situations très chaotiques. Je pense notamment à ceux qui aujourd'hui prennent des risques, qui traversent la mer, la Manche, à partager. Et tu nous donnes cet aspect de donner la parole et d'expliquer, de donner notre témoignage. Donc félicitations à toi, merci. À toute ton équipe. Hein, franchement, vous faites un travail remarquable. Et merci encore de nous avoir reçus. Et je te souhaite tout le bonheur et tout le succès possible. Je reçois, c'est très apprécié en tout cas. Merci beaucoup. Rokia, 2-3 mots rapidement. Ben moi, si j'ai quelques mots à rajouter, croyez en vous, encouragez-vous et l'amour triomphera toujours. Ah, l'amour triomphera toujours. Merci en tout cas d'avoir suivi cet entretien. Une fois n'est pas coutume, je le répéterai toujours avant de quitter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. C'était Armand Lemaître avec Derrick et Rokia. À très bientôt.